Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, en continuité de ce qu'on avait déjà commencé pendant les séances dernières, on va essayer de finaliser, euh, de continuer notre cours d'économie monétaire et financière 1. Très bien. Alors, la dernière fois, on s'était allé sur les formes de la monnaie. Donc, on avait explicité la dernière fois l'évolution de la monnaie, que la monnaie est passée d'abord par ce qu'on appelait un système de troc. Après, on est passé à un système monétaire qui a commencé ou qui a débuté avec une monnaie marchandise. Et après cela, on est passé à une monnaie qu'on appelle monnaie métallique, qui sont les pièces de monnaie, qu'on peut aussi appeler une monnaie divisionnaire. Après cela, il y avait l'apparition des billets, les billets de banque, les billets de monnaie. Donc, après l'apparition des billets de banque, c'est ce qu'on a commencé à appeler la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est quoi? C'est les billets de banque ainsi que les pièces. La monnaie métallique, c'est la monnaie divisionnaire. Donc, pièces de monnaie ou bien billets de banque, c'est ce qu'on appelle là, de la monnaie fiduciaire. Après, il y avait l'apparition de la monnaie scripturale. C'est quoi la monnaie scripturale? C'est une monnaie qu'on ne peut pas voir, hein. C'est un jeu de compte, c'est une écriture comptable. C'est un jeu d'écriture. Je fais un virement, par exemple, à un ami ou bien un collègue, hein, je vais pas lui donner directement de l'argent en cash, mais ça va passer de mon compte à son compte. C'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale, c'est-à-dire que je vais pas la voir. C'est un jeu de compte. C'est un compte qui est débité, un autre compte qui est crédité. C'est une écriture comptable. Donc, c'est ce qu'on appelle une monnaie scripturale ou bien une monnaie écrite. C'est une monnaie qu'on ne voit pas, mais qui passe à travers un jeu d'écriture, à travers une écriture comptable, hein, une écriture d'un compte à un autre compte. On débite un compte, c'est-à-dire qu'on va soustraire de la monnaie à partir d'un compte et on va euh, créditer un autre compte. On va ajouter cette monnaie à un autre compte. C'est un transfert ou bien un virement d'argent d'un compte vers un autre. C'est ce qu'on appelle de la monnaie écrite, de la monnaie scripturale. Et après, avec l'évolution du système monétaire, hein, il y avait l'apparition de ce qu'on appelait la monnaie numérique. Donc, la monnaie numérique, comme on a vu la dernière fois, hein, elle se compose de deux monnaies. On a la monnaie électronique et la monnaie virtuelle. Alors, la monnaie électronique, c'est ce qu'on appelle le porte-monnaie électronique, c'est-à-dire l'ensemble des technologies qui permettent le paiement et l'utilisation de la monnaie électronique. Exemple, carte de crédit, carte à puce, hein, c'est les dernières générations de monnaie qui permettent la circulation d'une monnaie électronique. Euh, le, le, on a parlé la dernière fois de la carte de crédit, de la carte à puce, on a parlé du TPE, hein, le terminal de paiement électronique qui se trouve généralement chez les commerçants. Il suffit d'arriver chez un commerçant et d'insérer la carte de crédit, de mentionner ou de taper le mot de passe et ainsi le paiement est effectué de manière immédiate. C'est ce qu'on appelle un paiement électronique, hein. Donc, le TPE ou bien la carte de crédit, elle permet de faciliter la circulation de ce qu'on appelle la monnaie électronique. Donc, la caractéristique de cette monnaie électronique, c'est qu'elle est faite à travers, ou elle est liée à une monnaie légale. C'est-à-dire que c'est vrai, je vais payer avec une carte de crédit, ou là, je vais payer à travers mon compte bancaire, à travers mon téléphone, ou à travers un site internet, etc. Mais je vais payer avec de la monnaie légale. C'est-à-dire que je vais entrer, par exemple, aujourd'hui au site de Jumia, par exemple, et je vais acheter un bien. Le bien, je vais le payer à travers de la monnaie légale. Il y a de la monnaie légale qu'on a au Maroc, c'est le dirham. Je vais payer en monnaie, en devise nationale. Il y a une monnaie légale qui est émise par la Banque centrale. Donc, par la Banque centrale, par Banque Le Maghreb. Donc, l'avantage ou la caractéristique de la monnaie électronique, c'est qu'elle est toujours liée à une monnaie qui est légale.
Je paye avec une monnaie qui est légale, qui est émise et garantie par la banque centrale du pays où je suis, qui a émis هذيك la monnaie ou la devise. Donc, je fais par exemple, je vais aller chez un magasin, je vais acheter des biens, je vais aller à Marjan par exemple, j'achète quelque chose à la caisse, hein, j'ai pas de cash, j'ai une carte de crédit, j'insère ma carte de crédit dans le TPE et hein, le paiement est effectué. Donc là, le paiement, la carte de crédit ou le TPE, ça facilite la circulation de la monnaie électronique. Donc, on a la forme de monnaie euh, qui a circulé à travers de l'opération où j'ai payé avec ma carte de crédit à Marjan, c'est une monnaie électronique. Avec quelle devise ou laquelle monnaie j'ai payé la transaction à Marjan? Avec la monnaie nationale qui est le dirham. Donc, c'est une monnaie qui est légale. Alors, par contre, la monnaie virtuelle, c'est une monnaie qui est aussi une monnaie numérique, mais c'est une monnaie qui est virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas émise par une banque centrale. Ce n'est pas une monnaie qui est légale. Ce n'est pas une monnaie qui est garantie par un État. Ce n'est pas une monnaie qui est garantie par une banque centrale. Donc, exemple, on a parlé la dernière fois de la crypto-monnaie, par exemple de la Bitcoin, on a parlé du Libra, par exemple. C'est des monnaies qui sont émises par des particuliers. Donc, ce pas des monnaies qui sont garanties par un État. Ce pas des devises qui sont émises par une banque centrale, par exemple. Est-ce que le Bitcoin est émise par la Banque centrale des États-Unis, par exemple, la Réserve fédérale? Non. Est-ce qu'elle est émise par la Banque centrale du Canada? Non. Est-ce qu'elle est émise par la Banque centrale de l'Arabie saoudite? Non. Donc, c'est une monnaie qui n'est émise par aucune banque centrale, par aucun État. Donc, aucun État, pour l'instant, ne reconnaît, par exemple, le Bitcoin. Mais il y a des agents économiques, hein, il y a des boîtes, il y a des sociétés qui reconnaissent le paiement avec le Bitcoin ainsi que d'autres monnaies virtuelles. Mais la caractéristique de la monnaie virtuelle, c'est qu'elle n'est pas garantie et qu'elle n'est pas émise par une banque centrale. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie qui est légale. Donc, la différence entre la monnaie virtuelle et la monnaie électronique, c'est que les deux sont des monnaies numériques, sauf que la première, la monnaie électronique, c'est une monnaie qui est légale, hein, c'est-à-dire émise et garantie par une banque centrale, par un État, alors que l'autre, c'est une monnaie qui est virtuelle, hein, qui n'existe pas euh, en version fiduciaire, mais hein, il existe seulement dans des bases de données informatiques, hein, et qui circulent uniquement entre des particuliers et non pas entre État et État, entre nations. Il n'est pas émise ni garantie par une banque centrale quelconque. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie qui est légale. Donc, je reprends ce que je viens de dire. Donc, on a parlé euh, dans les formes de la monnaie de monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie divisionnaire, les pièces, ainsi que les billets de banque. Donc, billets de banque et pièces, c'est de la monnaie fiduciaire. Monnaie scripturale, c'est de la monnaie écrite. C'est un jeu de compte, c'est une écriture comptable. Je fais un virement ou bien je fais un paiement. Donc, la monnaie, il part d'un compte à un autre compte à travers une écriture comptable. On débite mon compte et on va créditer le compte de la personne, par exemple, qui va recevoir le virement. Donc, c'est une monnaie que je ne vois pas forcément. Je paye ma dette avec un chèque bancaire, par exemple. Je donne le chèque bancaire euh, au créancier, c'est-à-dire le monsieur à qui je dois donner de l'argent. Il va déposer le chèque bancaire chez sa banque. Sa banque, automatiquement, hein, il va contacter ma banque afin d'assurer le transfert d'argent. Donc, le transfert d'argent, il est émis à travers hein, une écriture comptable, un jeu de compte hein, entre les deux banques, entre ma banque et la banque du créancier. Donc, est-ce qu'il y avait effectivement un transfert d'argent concrètement, non, mais il y avait seulement un jeu de compte. Est-ce que j'ai donné de l'argent au créancier? Non, je lui ai donné un chèque. Donc, et lui, il a déposé le chèque hein, dans sa banque. Donc, automatiquement, là, il n'y avait pas d'échange de monnaie.
Donc, il n'y avait pas d'échange de monnaie entre moi et lui. Donc, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. Justement ou seulement un jeu de compte, seulement une écriture comptable. La troisième forme, l'IGNA, c'est la monnaie électronique. La monnaie électronique, elle se base sur ce qu'on appelle le porte-monnaie électronique. C'est l'ensemble des moyens qui facilitent la circulation de ce type de monnaie. Normalement, les moyens ou les outils qui facilitent la circulation de la monnaie électronique, c'est les cartes de crédit, c'est les cartes à puce, c'est l'ensemble des technologies qui permettent le paiement électronique mais avec une monnaie légale. J'ai par exemple une carte bancaire, je vais accéder à un site internet par exemple et je vais automatiquement acheter quelque chose par exemple sur internet, on va me le livrer à la maison. Donc quand j'achète quelque chose avec une monnaie qui est légale, c'est-à-dire le dirham ou bien l'euro ou bien le dollar, etc. De tous, c'est des monnaies qui sont émises par la banque centrale. Le dirham par la banque centrale du Maroc, c'est la Banque El Maghreb. L'euro, c'est par la Banque centrale de l'Union européenne. Le dollar, c'est par le Federal Reserve, qui est la réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis. Donc, Hadou Kamlin, c'est des monnaies qui sont émises par des États, garanties par des États. Donc, c'est ce qu'on appelle des monnaies hein, légales. C'est une monnaie légale. Donc, quand il y a euh, un paiement électronique à travers une monnaie légale, ou avec une monnaie légale, ce qu'on appelle une monnaie électronique. Par contre, la quatrième forme, il y a la monnaie virtuelle. Hein, je peux payer, mais avec une monnaie qui n'est pas légale. Exemple, le Bitcoin, le Libra, c'est l'ensemble des monnaies qui puissent exister, mais ce n'est pas une monnaie qui est légale. Ou là, par exemple, on a vu l'exemple, par exemple, des points chez Tissarat al-Maghreb, parce que c'est des points chez Tissarat al-Maghreb, parce que c'est de la monnaie électronique. Non, c'est de la monnaie virtuelle. Pourquoi? Parce que je ne peux pas les convertir en dirhams, mais je ne peux pas les convertir en dollars. Donc, c'est de la monnaie qui existe uniquement sur Internet. Donc, les points de Maroc Telecom, le Bitcoin, c'est des monnaies virtuelles qui n'existent que sur Internet. Je ne peux pas les convertir je peux pas les convertir en devises, par exemple, en euros, en dollars ou bien en monnaie nationale. Donc, c'est ce qu'on appelle de la monnaie hein, virtuelle. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais lancer une vidéo, une petite vidéo, où vous allez voir un exemple et vous allez devoir me dire ah, de quel type de monnaie dans cette vidéo on parle. Est-ce qu'on parle de la monnaie fiduciaire? Est-ce qu'on parle de la monnaie scripturale? Est-ce qu'on parle de la monnaie électronique ou bien on parle de la monnaie virtuelle? Donc, je vais lancer ce vidéo qui est hein, l'exemple d'Amazon Go, si vous connaissez. Donc, le concept, il est apparu, ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Donc, ben, c'est une forme de marché, euh, de marché conçu hein, par Amazon avec une nouvelle technologie hein, donc de paiement. Donc là, vous allez voir la vidéo et vous allez me dire hein, de quel type de quelle forme de monnaie on est en train de parler. Est-ce une monnaie fiduciaire? Est-ce une monnaie scripturale? Est-ce une monnaie électronique ou bien une monnaie virtuelle? Bonjour, Vidéo Grande Conso, toujours sur la côte est des États-Unis, aujourd'hui à Manhattan, pour découvrir l'incontournable Amazon Go. Explications et démonstrations. Regardez. Il y a aujourd'hui 23 Amazon Go en activité dans 4 villes américaines. Seattle, San Francisco, Chicago et donc ici à New York. En quelques mois à peine, Amazon a ouvert 8 boutiques Go
dans différents quartiers de Manhattan. Ils ont tous comme point commun d'être de petits magasins de proximité et de dépannage, avec pour l'essentiel une offre de consommation ou d'utilisation immédiate. Sur les gondoles, des plats cuisinés, souvent à la marque maison Amazon Kitchen, des produits de snacking, des boissons ou quelques produits d'hygiène et de petits bazars. En tout, de 600 à 900 références selon les magasins. Et à côté, parfois quelques tables et chaises pour une consommation sur place. Mais l'originalité d'Amazon Go est ailleurs, dans le parcours d'achat totalement autonome du client, sans étape d'encaissement. C'est ce qu'Amazon appelle le Just Walk Out Shopping. Première étape, télécharger l'application Amazon Go et lier le compte client, évidemment connecté, à un compte bancaire. Arrivé en magasin, le client s'identifie via son smartphone en scannant un QR code, ce qui, d'un point de vue technologique, relie un individu et son parcours d'achat. Car c'est bien là la spécificité d'Amazon Go. Le magasin est bourré de caméras et de capteurs pour tracer le moindre geste du client, exactement comme le concept Jian 24 à Shanghai, présenté il y a déjà plus de 2 ans. Résultat, à Shanghai comme ici à New York, chaque produit pris ou reposé est ajouté ou enlevé au compte du client en temps réel, de telle sorte que le passage en caisse est totalement inutile puisqu'Amazon sait parfaitement ce que le client a réellement emporté. Démonstration avec ce parcours d'achat. Je vais rentrer en scannant ce QR code. Toutes les caméras, tous les capteurs ont vu exactement ce que j'ai pris, en l'occurrence 3 produits. Simplement, je vais reposer l'un des produits et vous allez voir que je vous ferai facturer pour les 2 produits. Et la sortie va s'effectuer sans passer par l'étape d'encaissement, de manière tout à fait fluide. C'est ce qu'Amazon appelle le Just Walk Out Shopping. Reste que si Amazon Go est un concept sans caisse, ce n'est pas un magasin sans personnel, ne serait-ce que pour assurer le réassort ou pour accompagner les clients dont certains découvrent à peine cette nouvelle façon de faire leurs courses. Très bien. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire de quelle monnaie, de quelle forme de monnaie on est en train de parler ici? Oui, Iman. Monsieur, c'est une monnaie électronique Pourquoi? parce qu'il utilise son téléphone et je pense une application Parce qu'il utilise son téléphone et utilise une pour autre. payer. Oui, Donc c'est une monnaie électronique et le justif pourquoi c'est une monnaie électronique, c'est parce qu'il utilise une application et son téléphone. oui. Donc, OK, très bien. OK, je donne la main à Aya. Monnaie électronique parce qu'il utilise pour le moyen de paiement. C'est un paiement par Internet, mais il est lié en même temps à une banque. Donc c'est un système qui est toujours lié à une banque. C'est pas une monnaie. C'est pas comme la monnaie virtuelle. OK, donc c'est lié, c'est une application qui est liée à un compte Ok. bancaire. Oui. OK, très bien. Donc, j'ai une deuxième Iman ici. Oui, Iman. Oui, monsieur. C'est de la monnaie électronique Pourquoi? parce qu'il a lié à un monnaie qui est légale et qui est garantie par la Banque centrale ou par l'État. Mhm. Très
très bien. Donc, je passe à Ilyes. Monsieur, c'est une monnaie électronique parce que déjà, il a utilisé le QR code et euh, il a effectué ses achats sans passer par la caisse pour payer par monnaie fiduciaire. Il a pris sa marchandise et il est parti. Donc, le QR code a une relation avec sa banque pour lui tirer sa monnaie sans qu'il passe par la caisse. OK, très bien. Donc, Sheima. Oui, monsieur, parce qu'il n'a pas utilisé une monnaie virtuelle, il passait le paiement de ses biens directement par téléphone, qu'il y ait par une application en relation avec sa banque centrale. Avec sa banque commerciale plutôt, oui. Donc, Fatem Zahra. Monsieur, il s'agit d'une monnaie électronique car les visiteurs scannent leur téléphone en entrant, utilisent des produits et les produits sont facturés sur leur compte directement. OK, ça marche. Sheima. C'est une monnaie électronique car elle est stockée sur une mémoire électronique, mais elle reste indépendante de la banque, même s'il y a une intervention. Donc, c'est une monnaie qui est stockée sur une base de données électronique, mais qui est indépendante de la banque. Oui, Je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi, indépendante de la banque? Est-ce que c'est une monnaie qui est émise par la banque ou non? non, il n'y a pas une intervention complète de la banque. Là, wesh, de la monnaie, est-ce que c'est une monnaie légale? Est-ce qu'elle est émise par la banque centrale? Non, Pourquoi non? parce que l'utilisateur a utilisé son téléphone. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas dit que son téléphone est lié à son compte bancaire? Non, Ok, très bien. Donc, Khawla. Monsieur, c'est une monnaie électronique parce que lorsqu'il est scanné le code, la valeur déjà à payer avant d'utiliser. Et donc, il a lié de la compte bancaire. Ok, très bien. Donc, on revient au type qu'on a vu, les formes de monnaie. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait 4 formes de monnaie. La monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, la monnaie électronique et la monnaie virtuelle. Donc, on va voir la première, la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est quoi? C'est euh, c'est la monnaie divisionnaire, c'est-à-dire la monnaie métallique, c'est des pièces, hein, et c'est aussi des billets de banque. Est-ce que le monsieur, quand il est rentré dans le magasin, est-ce qu'il a payé à l'aide de la monnaie divisionnaire? Non. À l'aide des pièces? Non. Est-ce qu'il a payé à l'aide des billets de banque? Non. Il n'a pas utilisé des billets de banque. Très bien. Donc, la monnaie fiduciaire, elle est exclue. Donc, il nous reste 3 types de monnaie. Monnaie scripturale. Est-ce que le monsieur a utilisé un des moyens facilitant la monnaie scripturale? Est-ce qu'il y avait ici un jeu de compte ou une écriture comptable qu'on n'a pas vu? Donc, est-ce qu'il y avait le chèque bancaire? Le chèque bancaire, c'est un moyen qui facilite de la monnaie scripturale, par exemple. Donc, est-ce qu'il y avait uniquement de la monnaie scripturale? Est-ce qu'il y avait uniquement de la monnaie écrite? Uniquement. Donc, non. Donc, bien évidemment, à travers avec le paiement du compte bancaire, il y aura un jeu de compte. Mais est-ce qu'il y a uniquement une monnaie scripturale? C'est-à-dire qu'on n'a rien vu? Non. Donc, là, on a exclu la monnaie scripturale. La monnaie électronique ou la monnaie virtuelle.
Donc, c'est quoi la différence entre les deux? La monnaie électronique, c'est je vais utiliser un ensemble de techniques ou de technologies avancées de paiement, exemple carte bancaire, carte à puce, etc. Mais c'est une technologie qui est sophistiquée, ou qui est faite, hein, la transaction est faite avec de la monnaie légale, c'est-à-dire avec de la monnaie qui est émise par la banque centrale. هو هنا شنو قال لنا le monsieur il قال لنا j'ai installé واحد l'application وهذيك l'application il est lié à mon compte bancaire, c'est-à-dire on a واحد la nouvelle technologie, hein, donc une invention qui est sophistiquée, hein, qui permet de détecter quand le client va entrer dans le magasin et quand il va prendre les produits, mais automatiquement quand il entre il est détecté et l'application elle est liée à son compte bancaire. Donc, quand l'application est liée à son compte bancaire, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, de la monnaie légale dans son compte bancaire. Et qui dit compte bancaire, c'est une banque commerciale. La banque commerciale, elle est liée à une banque centrale. Donc, la monnaie, elle est émise par de la banque centrale. C'est une monnaie qui est légale. Le cas de la monnaie virtuelle, Kungalina, par exemple, il a payé avec de la Bitcoin. Là, on va dire c'est de la monnaie virtuelle. Kungalina, il a payé, par exemple, avec du Libra. C'est de la crypto-monnaie, donc on va dire que c'est de la monnaie virtuelle. Mais il y a une application, qui a un code QR qui permet de reconnaître, hein, c'est qui. Pourquoi on doit reconnaître c'est qui? Parce qu'on doit, hein, effectuer les transactions à partir de son compte bancaire. Donc, là, on travaille toujours avec un compte bancaire, avec de la monnaie légale, une monnaie qui est émise par la banque centrale, mais hein, c'est une transaction ou un paiement qui est effectué avec, hein, une nouvelle technologie, avec une technologie qui est avancée, une technologie qui est sophistiquée. Donc là, on parle d'une monnaie électronique. Donc, Sheima قالت لي قبيله c'est une monnaie électronique parce qu'elle est stockée dans une base de données électronique qui n'est pas liée à la banque centrale. Supposons que il est stocké dans une base électronique où il n'est pas lié à la banque centrale. Donc, il n'est pas lié à une banque centrale où c'est pas une monnaie légale. Il est quand c'est pas lié à la banque centrale et c'est pas une monnaie légale. Donc là, on va dire que ça doit être une monnaie virtuelle. Parce qu'il y a des cas de monnaie électronique où la monnaie n'est pas forcément liée à la banque centrale, mais le paiement est effectué à l'aide d'une monnaie légale. Exemple de monnaie électronique, le cas, c'est le PayPal. Donc, le PayPal, il n'est pas forcément lié le compte bancaire. C'est un argent lié à une base électronique. C'est de la monnaie électronique. Là, quand on dit le PayPal, c'est une monnaie électronique, c'est parce que, quand je dis, par exemple, j'ouvre mon compte PayPal, je vais trouver que j'ai, par exemple, 100 euros ou la 100 dollars. Donc, euro, quand on dit dollar, c'est de la monnaie légale. C'est une monnaie qui est émise par la banque centrale. Donc, automatiquement, quand on dit monnaie légale, quelle que soit la technologie ou la sophistication ou l'avancement de technologie de l'Osnalé, quand il y a de la monnaie légale, ou liée ou pas à une banque centrale, on parle de la monnaie électronique. Quand on a une monnaie qui n'est pas légale, exemple la crypto-monnaie, le Bitcoin ou Libra par exemple, ou là des points chez Maroc Télécom, on a parlé la dernière fois des Air Miles chez les compagnies aériennes, ou là par exemple je ne sais pas moi, des points chez un autre opérateur ou chez un commerçant, à n'importe lequel, c'est-à-dire une monnaie que je ne peux pas convertir en, monnaie, en devise légale, en monnaie légale, là, ça s'appelle automatiquement de la monnaie virtuelle. Donc, c'est une monnaie qui est faite à l'aide d'une monnaie qui n'est pas légale. Donc, automatiquement, quand la monnaie n'est pas légale, n'est pas émise par la banque centrale, on parlera de monnaie virtuelle. Quand la monnaie est émise par une banque centrale, on va parler d'une monnaie qui est électronique. Donc, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair jusqu'ici?
Donc, très bien. Si c'est clair, je passe. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième section. Donc, on a vu dans le premier chapitre, la première section, hein, où on a parlé des formes de la monnaie. On a vu les différentes formes de monnaie. Maintenant, on va parler des fonctions de la monnaie. Donc, les fonctions de la monnaie. Donc, il existe plusieurs définitions de la monnaie, mais la définition de la monnaie à travers ses fonctions est la plus couramment développée ou bien utilisée. Donc, l'approche fonctionnelle de la monnaie est une approche qui est très ancienne. Donc, ça date de Aristote. Donc, il fut le premier à reconnaître la monnaie, hein, ou à reconnaître les trois fonctions de la monnaie. Donc, on va dire que la monnaie, à travers ses fonctions, selon ce qu'a reconnu Aristote, c'est d'abord un intermédiaire des échanges. C'est un intermédiaire des échanges. C'est une unité de compte étalant de valeur et c'est un instrument de paiement. C'est un instrument de règlement LEIA, intermédiaire des échanges, et c'est aussi une réserve de valeur. Donc, c'est un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire que je peux payer mes dettes avec de l'argent, je peux effectuer un règlement, acheter quelque chose avec de l'argent. Quand je vends quelque chose, je peux récupérer de l'argent. C'est un intermédiaire des échanges. C'est un moyen qui va faciliter les échanges. Donc, c'est la première fonction, qu'on appelle l'intermédiaire des échanges. Il y a la deuxième fonction qui est unité de compte ou l'étalon de valeur, qui nous permet de savoir quelle est la valeur du bien. Donc, كل bien, par exemple, il y a un portable qui coûte 1000 dirhams, il y a un autre qui coûte 2000 dirhams, il y a un autre qui coûte 3000 dirhams, par exemple. Donc, on a fait la comparaison à l'aide de la monnaie. Donc, la monnaie, c'est un étalon de valeur, c'est une unité de compte qui nous permet de comparer et de savoir la valeur de chaque bien. Et après, la troisième fonction, c'est la réserve de valeur. Donc, ça nous permet on peut peut-être ne pas dépenser de l'argent et je peux la garder chez moi. Donc, si j'ai 1000 dirhams aujourd'hui, ça va rester 1000 dirhams demain, 1000 dirhams après-demain, 1000 dirhams d'ici une semaine. Je peux ne pas la dépenser. Si je garde par exemple une marchandise, ça peut se périmer. Si je vais garder des pommes par exemple, je ne peux pas garder des pommes pendant longtemps. Par contre, de la monnaie, je peux la garder pendant longtemps et ça va garder la même valeur. Donc, l'approche fonctionnelle de la monnaie met donc en évidence les fonctions traditionnelles de la monnaie. Donc, s'il vous plaît, je demande à tous ceux qui ont déjà levé la main de baisser la main. Comme ça, si quelqu'un veut interagir, il va lever la main et je peux le voir. Parce que maintenant, je vois beaucoup de mains qui sont levées. Très bien. Donc on va dire que la monnaie, à travers ses fonctions, c'est un intermédiaire des échanges, c'est une unité de mesure des valeurs, ou un étalon de valeur, et c'est une réserve de valeur. Donc, on va commencer par la première fonction, qui est la monnaie comme intermédiaire des échanges. Donc, la monnaie sert d'intermédiaire des échanges dans toutes les transactions au sein d'un marché, dans les économies modernes. C'est la première, la plus importante fonction de la monnaie. Elle sert à payer les biens et services que l'on achète. C'est-à-dire n'importe quelle transaction est payée n'importe quelle dette. Alors, parfois, la monnaie est qualifiée ici d'équivalent général. Pourquoi équivalent général? Parce que la monnaie peut être échangée contre tous les biens et les services et il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas accepter la monnaie. Donc, on peut dire que la monnaie ici, c'est un équivalent général. Alors, si on revient un peu en arrière, à l'époque du troc. Alors, à l'époque du troc, qu'est-ce qu'on avait? On avait un échange de biens.
Donc, à l'échange de biens, c'était quoi? J'avais des pommes, je vais l'échanger avec quelqu'un qui avait des bananes. Je vais lui donner les pommes, il va me donner les bananes. Et et lui aussi, hein, il va recevoir des pommes et il va me donner des bananes. Donc, on a un échange de flux physique. Donc, il y a un échange de biens, un échange de marchandises. C'est un échange direct de flux physique. Il n'y a pas d'intermédiaire d'échange. Donc, il y avait un échange direct entre deux agents A et B. Donc, A a un flux physique, B, il a un flux physique, et ils vont échanger leur flux physique. Est-ce qu'il y a ici de l'intermédiaire d'échange? Non, il n'y a pas d'intermédiaire d'échange. Très bien. C'est à l'époque du troc. Maintenant, avec le système monétaire ou avec la monnaie, qu'est-ce qui est devenu? Donc, on a un flux, un échange de flux physique direct, mais là, un échange de flux avec l'intermédiaire de la monnaie. C'est-à-dire, avant, quand on dit par exemple les bananes à l'époque du troc, et j'ai besoin des pommes, donc je dois chercher quelqu'un qui a des pommes. Et je vais lui dire, bon, je vais te donner des bananes et tu vas me donner des pommes. Et on va faire un échange direct, ce qu'on appelle le troc. Actuellement, à l'époque d'un système monétaire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des bananes et je veux acheter des pommes. Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'abord vendre mes bananes. Et je vais vendre mes bananes à n'importe qui souhaite les acheter. Je vends mes bananes, je vais avoir de l'argent. Donc, la première des choses, je vais faire un échange avec le monsieur ou la dame qui veut mes bananes, qui veut acheter mes bananes. Et je vais avoir en contrepartie de ces bananes de la monnaie. Et une fois j'ai de la monnaie, j'aurai fini la première transaction, qui est la vente des bananes. Et après, je vais passer à l'achat des pommes. Et après, je vais chercher quelqu'un qui a des pommes pour lui donner de la monnaie. Et lui, en contrepartie, il va me donner les pommes. C'est-à-dire, là, on est passé d'un échange direct de flux physique à un échange en passant par un intermédiaire d'échange qui est la monnaie. C'est pour ça qu'on a dit ici que la monnaie a une de ses principales fonctions, c'est la fonction d'intermédiaire d'échange. Très bien, donc à travers cette fonction d'intermédiaire des échanges, la monnaie peut être qualifiée comme instrument de paiement. Un instrument de paiement indéterminé, un instrument de paiement général, un instrument de paiement immédiat. Donc, c'est un instrument de paiement qui est immédiat parce que la monnaie permet d'acquérir n'importe quel bien ou service. Donc, je peux acheter tout ce que je veux. Donc, je peux juste choisir le bien que je veux et je peux l'acheter avec de la monnaie. Donc, c'est un instrument de paiement. Donc, c'est un instrument de paiement indéterminé. La monnaie m'a donné un seul bien. C'est indéterminé. Et ça me permet aussi de régler n'importe quelle dette. Donc si quelqu'un me doit de l'argent, par exemple, il peut me la payer en monnaie. Si je dois de l'argent à quelqu'un, je peux lui payer la monnaie en argent. Donc, je peux payer n'importe quelle dette. Si je dois payer une dette aux États-Unis, je peux la payer avec de la monnaie. Si je dois payer une dette en Chine, je peux la payer avec de la monnaie. Donc, je peux payer n'importe quel type de dette et je peux acheter n'importe quel type de bien. Donc, c'est un instrument de paiement qui est indéterminé. Alors, la deuxième caractéristique, c'est un instrument de paiement qui est général, parce qu'il doit être admis en tout lieu, à tout moment, par tout le monde. Donc, tout le monde accepte la monnaie, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Arabie Saoudite, en Algérie, etc. Tout le monde accepte la monnaie. Donc, c'est un instrument de paiement qui est général. Bien sûr, ça dépend de la devise locale de chaque pays, mais ça reste un instrument qui est général. Dans un espace géographique donné, généralement national, par exemple, au Maroc, on a le dirham, aux États-Unis, on a le dollar. Et on a des monnaies supranationales, exemple l'euro.
hein. Donc, l'euro, on peut l'accepter, par exemple, dans l'ensemble de l'Union européenne. On a le dollar qui peut être accepté dans les États-Unis, ainsi que je peux payer avec le dollar sur Internet, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle de la monnaie supranationale ou bien de la devise convertible. Donc, la monnaie ne peut pas être refusée comme instrument de paiement. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un instrument de paiement qui est général. Je peux l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Et ensuite, on dira aussi que la monnaie, c'est un instrument de paiement immédiat. Pourquoi immédiat? Parce que donc le simple transfert de ce moyen de paiement permet d'une manière définitive d'éteindre ou bien d'annuler la dette. Donc, si je dois payer, par exemple, une dette, automatiquement, quand je fais le transfert d'argent au monsieur auquel je dois payer de l'argent, automatiquement, la dette s'est éteinte. Automatiquement, la dette va être annulée. Donc, c'est un moyen de paiement qui est immédiat. Je pars à Marjan, j'achète de la marchandise, je paye avec ma carte de crédit. C'est un paiement qui est immédiat. Automatiquement, j'ai payé. C'est un paiement qui est immédiat. Je vais sortir de Marjan ayant payé ma marchandise. Donc, j'ai payé avec de la monnaie. C'est un moyen de paiement qui est immédiat. On dit également que la monnaie a un pouvoir libératoire illimité parce qu'elle ne peut être refusée par aucun créancier. C'est quoi un pouvoir libératoire? C'est-à-dire qu'elle peut libérer de la dette, qui peut me libérer de la dette. J'ai une dette, par exemple, envers quelqu'un. Quand je vais payer la dette, la monnaie va me libérer de cette dette. En arabe, تفكيت من الدين, تفكيت من la dette. Donc, c'est un pouvoir libératoire illimité. Illimité, pourquoi? Parce que je peux payer n'importe quel montant de dette avec la monnaie. Tant que j'ai la monnaie, il n'y a pas de limite. Je peux payer 1 million, je peux payer 3 milliards, je peux payer 100 milliards. Donc, il n'y a pas de limite. C'est un pouvoir libératoire illimité. Donc, si quelqu'un a beaucoup d'argent, il peut payer n'importe quelle dette. Il peut se libérer de n'importe quelle dette. Donc, on dit que c'est un pouvoir libératoire illimité. Donc, attention, s'il vous plaît, les termes techniques, il faut s'en rappeler et savoir les expliquer. Un pouvoir libératoire illimité. Donc, c'est des mots desquels il faut se rappeler et essayer de mémoriser. C'est des mots techniques. Très bien. Donc, on va dire que l'utilisation de la monnaie comme intermédiaire des échanges a permis de dépasser ou d'éviter les différents problèmes et contraintes et inconvénients du troc. Donc, une économie de troc est une économie qui est sans monnaie. Donc, on a vu l'exemple de tout à l'heure qu'il y avait un échange direct en termes de flux physique. Donc, c'est une économie sans monnaie dans laquelle des biens et des services sont échangés directement, les uns contre les autres. Elle a un moyen d'échange. On échange directement. Elle a un moyen un intermédiaire d'échange. Dans une économie de troc, un médecin ne peut manger que s'il trouve des boulangers ou des bouchers, par exemple, ou des marchands de légumes qui ont besoin de se soigner. Donc, l'économie de troc, je suis par exemple médecin et j'ai besoin d'acheter par exemple du pain, des légumes, etc. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas soigner n'importe qui. Non, ce n'est pas n'importe qui peut venir dans mon cabinet, non. C'est juste les gens qui ont des légumes, qui vendent des légumes, ou là, des gens qui vendent du pain, ou là, des vendent, par exemple, qui vendent de la viande. Pourquoi? Parce qu'ils vont me venir dans mon cabinet, je vais les consulter et en contrepartie, ils vont me donner de la viande ou ils vont me donner des légumes, etc. Donc, on a de l'échange direct. Moi, je vais les consulter. Eux, ils vont me donner des biens. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une condition qu'on appelle la double coïncidence des besoins ou des désirs. Donc, la double coïncidence des besoins, c'est que moi, je suis médecin, je suis prêt à consulter, je vais donner un service, je vais consulter, mais en contrepartie, j'ai besoin des légumes. C'est-à-dire que je ne vais consulter que seulement les gens qui ont des légumes et qui veulent se soigner.
eux aussi, les gens qui ont des légumes, ça doit être des gens qui vendent des légumes, mais qui veulent se soigner. Quelqu'un qui vend des légumes, mais qui ne veut pas se soigner, hein, ne peut pas faire l'échange avec le médecin. Donc, c'est ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins et des désirs. Donc, ça يكون une complémentarité et un besoin, un double besoin, hein, par les deux parties. Donc, par ailleurs, les recherches du médecin risquent d'être longues et coûteuses. On a parlé la dernière fois des coûts de transaction. Le médecin, il doit passer beaucoup de temps pour chercher qui sont les gens qui ont des légumes, qui ont de la viande et qui veulent se soigner. Donc, il ne va pas soigner n'importe qui, il doit chercher les gens. Pour les rechercher, pour attendre, etc., c'est des coûts. Les coûts, on les appelle des coûts de transaction. On l'avait déjà expliqué la dernière fois. Donc, l'introduction de la monnaie permet de séparer les opérations d'achat et de vente. Donc, avant qu'on ait un échange direct de flux physique, d'abord, grâce à la monnaie, on a séparé les opérations d'achat et les opérations de vente. Donc, un agent n'est plus obligé d'être à la fois acheteur et vendeur, hein, c'est-à-dire qu'il peut être soit acheteur, soit vendeur. Donc, moi, je produis des bananes, je peux par exemple vendre les bananes à n'importe qui, n'importe quand. Donc, je peux pendant un mois ne faire que vendre des bananes. Je ne veux rien acheter, par exemple. Donc, les coûts de transaction sont sensiblement réduits et le problème de la double coïncidence des désirs est évité donc, grâce à la monnaie. Donc, maintenant, le médecin, il peut soigner n'importe quel malade. Donc, tout malade qui est prêt à payer, hein, donc, il peut être soigné, il peut venir chez le médecin pour une consultation. Donc, et après, quand le médecin va être payé, il va avoir de l'argent, il peut acheter ce qu'il veut. Donc là, on a séparé les transactions. Il n'y a plus d'achat et de vente qui sont combinés. Donc, on a séparé l'opération de l'achat et l'opération de vente. Alors, on va dire que la monnaie, c'est un simple moyen de paiement. Donc, cette première fonction, c'est la raison d'être de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie, elle existe parce qu'elle est un intermédiaire d'échange. C'est une fonction principale de la monnaie. Donc, pourquoi on a introduit la monnaie pour la première fois? C'est pour faciliter les échanges. Donc, un échange de flux physique et pour aussi éviter les différents inconvénients du troc, comme par exemple les coûts de transaction ou le double coïncidence de désir. Hein, on les a évités avec l'introduction de la monnaie. Donc, la monnaie comme intermédiaire d'échange, deux conditions étaient donc nécessaires. Donc, quand la première est liée à la complémentarité des co-échangistes, liée à la coïncidence des désirs, ou la deuxième, c'était l'équivalence des valeurs d'échange. C'est-à-dire, on dit les bananes, je vais échanger contre quelqu'un qui a les pommes. Est-ce qu'une banane équivaut à une pomme, ou la deux bananes équivaut à deux pommes, ou la trois bananes équivaut à une pomme? Donc, on a un problème de la valeur d'échange. La valeur d'échange, donc, il y avait une difficulté d'échange. Donc, ce sont deux conditions difficiles à réunir. C'est la raison pour laquelle les agents économiques, de plus en plus rationnels, là, ont inventé un système qui est plus souple, le système de transaction monétaire. Donc, avec l'introduction de la monnaie, on a dorénavant un dénominateur commun, ce qu'on appelle un dénominateur commun, la monnaie. C'est un dénominateur commun de tous les biens, c'est-à-dire que je peux échanger à l'aide de la monnaie n'importe quel bien. Je peux acheter ce que je veux, je peux vendre ce que je veux avec un minimum de coûts. Pourquoi? Parce qu'on a réduit donc, les coûts de transaction. Donc, il y a un minimum de coûts. Le médecin, il ne va plus attendre, etc. Il ne va pas dépenser beaucoup d'argent pour chercher qui sont les gens qui ont des légumes et de la viande et qui veulent se soigner. Donc, on a gagné du temps, on a gagné des coûts. Donc, avec la monnaie, on a le droit pour la première fois à des opérations de vente et après à une opération d'achat. Donc, autrement dit, au lieu d'échanger un bien contre un bien, on va d'abord échanger ce premier bien contre la monnaie. Et lorsque l'opération de vente est achevée, je peux ensuite faire une opération d'achat.
C'est-à-dire, je vais récupérer un bien et donner en contrepartie de ce bien de la monnaie. Très bien. Donc, d'abord, je finis la première fonction. On va passer maintenant à la deuxième fonction. Donc, la première fonction, c'est la monnaie comme c'est l'intermédiaire des échanges. La première fonction de la monnaie, il y a la principale fonction, c'est intermédiaire des échanges. D'abord, on chauffe la deuxième fonction. Donc, la monnaie, unité de mesure des valeurs ou bien un étalon de valeur. Donc, la deuxième fonction de la monnaie est de fournir une unité de compte. Donc, la monnaie permet de mesurer la valeur des biens et des services dans une unité commune. Donc, la monnaie est un moyen d'exprimer la valeur de chaque bien par rapport à une référence unique. Elle permet ainsi d'assurer des comparaisons de valeur entre les biens et les services afin d'établir une échelle générale des prix. Donc, ce que nous a permis la monnaie, c'est d'avoir une référence unique par rapport à tous les biens. C'est-à-dire que actuellement, je sais par exemple que les pommes, ils coûtent 10 dirhams le kilo. Je sais que les bananes, ils coûtent, je dis n'importe quoi, 15 dirhams le kilo. Je sais par exemple que la viande coûte 70 dirhams le kilo. Donc, on a une référence qui est unique à tous les biens. Avant, la viande, combien elle coûte de bananes, la viande, combien il coûte de pommes, les pommes, combien il coûte de viande. Donc, là, il y avait une difficulté en termes de référence de valeur, en référence de prix. Donc, c'est-à-dire que la monnaie, c'est une unité permettant de mesurer la valeur. Donc, pour mesurer, par exemple, la grandeur d'une table, on va utiliser le mètre. On va utiliser le mètre. Donc, on a l'unité de mesure pour savoir la grandeur d'une table, c'est le mètre. Si on veut mesurer, par exemple, la masse ou le poids de quelque chose, on va utiliser le kilogramme. Donc, on a le kilogramme, c'est un moyen de mesure. Pour les échanges, on va utiliser la monnaie comme moyen de mesure ou comme un instrument de mesure. Donc, par conséquent, on a également la valeur. Et le seul instrument pour mesurer la valeur reste la monnaie. Donc, pour mesurer la valeur d'un bien, on va utiliser la monnaie. Donc, par exemple, pour le poids, on va utiliser le kilogramme. Pour la grandeur, par exemple, on va utiliser par exemple le mètre. Et pour mesurer la valeur, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la monnaie. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que la monnaie, c'est un instrument, un moyen de mesure. Donc, la valeur est un élément fondamental de la théorie économique. L'une des questions principales à laquelle les théoriciens ont tenté de répondre, c'est comment peut-on mesurer la valeur? Très bien. Alors, pour comprendre l'importance de cette fonction d'unité de compte, imaginons de nouveau une économie de troc. Donc, si on est dans une société de troc avec deux biens, imaginons qu'on a deux biens. On a le premier bien A, le deuxième B et le deuxième bien qui est B. Alors, par exemple, pommes et DVD. En gros, le bien A, c'est les pommes, ou le bien B, c'est des DVD. Alors, on a X unités de A, c'est-à-dire X unités de pommes, et Y unités de B, et Y unités de DVD. On va dire qu'un DVD est équivalent à deux pommes. Donc, un DVD est l'équivalent de deux pommes. Donc, on a donc un seul rapport de prix. C'est ce qu'on appelle les prix relatifs. Donc, l'économie de troc, on parlait de prix relatif. Le prix relatif, c'est le prix d'un bien par rapport à un autre bien. Parce qu'un un DVD est égal à deux pommes, donc on a le prix du DVD est deux pommes. Mais c'est quel prix? C'est le prix relatif. Pourquoi il est relatif? Parce qu'il est relatif aux pommes. Alors, je vous ai dit le prix du DVD, mais qui est relatif aux pommes, qui est deux pommes. Donc, un DVD est égal à deux pommes. Donc, on a
il y a un seul rapport de prix, ce qu'on appelle le prix relatif. Dans une société, par exemple, de troc, où on a 3 biens, A, B, C. Donc, on va prendre comme exemple les pommes, les soins médicaux et les DVD. Il s'agit de déterminer ici 3 prix relatifs. Donc, pour faire les échanges, on va d'abord chercher, je connais un gens qui ont les pommes, ont les soins médicaux, ont des DVD et qui veulent échanger entre eux. Donc, il y a la première condition, ce qu'on appelle la double coïncidence des désirs. Mais la double coïncidence. Il faut d'abord savoir la valeur. Donc, la valeur, on va la savoir à travers des prix relatifs. Donc, il nous faut 3 prix relatifs, c'est-à-dire combien coûte A par rapport à B, combien coûte A par rapport à C et combien coûte B par rapport à C. Donc, il y a les 3 prix relatifs pour pouvoir échanger. Alors, supposons qu'on a une autre société de troc, toujours, il fait à 4 biens. Un bien A, un bien B, un bien C et un bien D. Donc, afin d'échanger, il faut d'abord trouver les gens qui ont gardé les biens, qui veulent échanger entre eux. C'est-à-dire la première condition. La deuxième condition, il faut déterminer les 6 prix relatifs. C'est-à-dire, quel est le prix de A par rapport à B? Quel est le prix de A par rapport à C? Quel est le prix de A par rapport à D? Quel est le prix de B par rapport à C? Quel est le prix de B par rapport à D? Quel est le prix de C par rapport à D? Donc, il faut déterminer tous ces prix relatifs afin de pouvoir effectuer un échange. Ce qui était difficile. Donc, la relation avec laquelle on calculait le nombre de prix relatifs, c'est n, facteur de n-1 divisé par 2. Avec n, bien sûr, c'est le nombre de biens. Donc, s'il y a 10 biens, on doit donc connaître 45 prix relatifs pour échanger le bien contre les autres. Donc, la formule, on remplace le n par le nombre de biens, les 10 biens. Donc, c'est 10 facteur de 10 moins 1 divisé par 2, ça donne 45. Donc, il nous faut déterminer 45 prix relatifs pour pouvoir faire un échange dans une société qui contient 45 biens. Donc, dans une économie de troc, au fur et à mesure que le nombre de biens et services destinés à l'échange augmente, l'échange devient de plus en plus difficile à avoir, impossible. Le nombre de biens, il est très élevé, automatiquement le nombre de prix relatifs va devenir très élevé. Très bien. Donc, dans une société de troc avec 4 biens, par exemple, on a 3 prix relatifs. On doit déterminer 3 prix relatifs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on est passé d'une économie de marchandises, une économie de troc, une monnaie, une économie qui est monétaire. C'est quoi la caractéristique de l'économie monétaire qui a dépassé les contraintes de troc? C'est l'usage d'un moyen de paiement. C'est-à-dire qu'on a commencé à utiliser un moyen de paiement qui est la monnaie, qui est devenue la norme, qui est devenue la référence. Donc, on a la monnaie, tout simplement une simple fonction d'intermédiaire de l'échange, mais une fonction de norme. C'est une référence, c'est un moyen de mesure de la valeur, c'est un instrument de mesure de la valeur. Et depuis, on va dire que l'emploi de la monnaie dans les transactions est alors systématique et comme l'écrit le chercheur Clauer, la monnaie achète les biens achèteront de la monnaie, mais les biens n'achètent les biens sur aucun marché. C'est-à-dire qu'on a une économie de troc, une économie monétaire. Donc, il y a un système de troc. Supposons qu'on a par exemple des bananes. Donc, il y a des bananes, بغيت ندير شويه ديال shopping, بغيت نتقدى. Donc, بغيت نتقدى وعندي les bananes. Par exemple, je veux des pommes, je veux des oignons, cela, je veux du pain et je veux du poisson. Donc, les bananes, une banane que j'ai, c'est l'équivalent de combien de pommes? Une banane, c'est l'équivalent de combien d'oignons? L'équivalent, c'est combien de morceaux de baguettes de pain, par exemple? Ou une banane, c'est l'équivalent de combien de poissons? Donc, l'économie de troc, il a les biens qui sont pommes, oignons, pain, poisson. Je dois savoir l'équivalent des bananes par rapport à les biens.
Alors que actuellement, une économie monétaire, il me faut simplement une seule chose. Je produis les bananes, je dois savoir combien coûtent les bananes en monnaie. Donc, غادي نمشي غنسول, on va me dire que les bananes, par exemple, ça coûte 10 dirhams le kilo et je vais vendre هذوك les bananes اللي عندي, je vais avoir de l'argent et après, je peux acheter ce que je veux. Donc, هنا, la monnaie, c'est un étalon de valeur hein, qui a facilité la transaction. Donc, supposons que, un autre exemple ici, on a deux bicyclettes. Alors, c'est la même bicyclette, hein, c'est le même type, sauf que de la bicyclette, elle coûte à Casablanca 3000 dirhams. Par contre, à Marrakech, elle coûte 1500 dirhams. Donc, on a une bicyclette qui coûte 3000 dirhams à Casablanca et elle coûte 1500 dirhams à Marrakech. Donc, là, automatiquement, les gens de Casablanca, si ils veulent acheter cette bicyclette, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, dites-moi, si les gens qui habitent à Casablanca, ils veulent acheter de la bicyclette, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, Ilyes? Monsieur, ils vont comparer le prix entre des deux bicyclettes, entre Casablanca et Marrakech, pour savoir la différence. Oui, et on l'a déjà comparé. À Marrakech, c'est 1500 dirhams, à Casablanca, c'est 3000 dirhams. Oui, ils vont préférer d'acheter une bicyclette à Marrakech plutôt que d'acheter une bicyclette à Casablanca. Donc, les gens qui habitent à Casablanca, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se déplacer à Marrakech pour acheter de la bicyclette. Pourquoi? Parce que à Marrakech, ça coûte, par exemple, la moitié du prix. Ouais. Donc, automatiquement, beaucoup de Casablancais vont se déplacer à Marrakech pour se procurer le genre de bicyclette. Et donc, automatiquement, le marché casablancais, hein, le marché casablancais va devenir cher. Hein. Donc, avec le temps, le prix aura tendance à augmenter à Marrakech et à diminuer à Casablanca. Donc, sauf si le déplacement ne rajoute pas une valeur qui va dépasser les 3000 dirhams. Très bien. C'est-à-dire qu'on va calculer le coût de transaction. C'est-à-dire, moi, j'habite à Casablanca, je veux acheter une bicyclette. À Casablanca, il coûte 3000 dirhams. Donc, je fais la comparaison et je constate que à Marrakech, la bicyclette, elle coûte 1500 dirhams. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bon, voilà, la bicyclette, elle coûte 1500 dirhams à Marrakech, mais quel est le coût du transport de Casa à Marrakech? Si je vais aller, par exemple, on va dire que le transport aller-retour, peut-être ça va me coûter 200 dirhams ou bien 300 dirhams hein, pour amener la bicyclette de Marrakech à Casablanca. Donc, 1500 dirhams plus les 300 dirhams, ça fait 1800 dirhams. Donc, c'est beaucoup plus avantageux et opportun d'aller acheter cette bicyclette de Marrakech et de l'amener à Casablanca que d'aller l'acheter à Casablanca à 3000 dirhams. Donc, on a automatiquement l'ensemble des Casablancais qui veulent acheter ce type de bicyclette. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à Marrakech. Donc, à Marrakech, il y aura une forte demande. Donc, automatiquement, le prix à Marrakech, est-ce qu'il va chuter ou bien il va augmenter le prix de ce genre de bicyclette? Il va chuter. Donc, quand il y a une forte demande sur les bicyclettes, est-ce que le prix il va baisser ou bien il va chuter? Ah non, il va augmenter. Donc, je donne la main à Hajar. Oui, Hajar. Monsieur, Oui. les dépenses de Marrakech, je pense que c'est mieux l'acheter au Casablanca parce qu'il y a des dépenses de transport. Et supposons que les dépenses de transport coûtent 300 dirhams. Oui. Donc, 1500 plus 300, ça fait 1800 dirhams. Donc, c'est toujours plus avantageux d'aller acheter de la bicyclette de Marrakech. D'abord,
D'abord, qu'est-ce qui va se passer quand l'ensemble des Casablancais qui veulent cette bicyclette vont aller à Marrakech pour l'acheter? Qu'est-ce qui va arriver au prix à Marrakech? Est-ce que le prix de la bicyclette à Marrakech de 1500, est-ce qu'il va chuter? Est-ce qu'il va baisser? Ou bien il va augmenter? Baisser, bien sûr. Le prix à Marrakech, il va baisser. Oui. Je parle du prix à Marrakech. Oui, Yusra. Monsieur, le prix à Marrakech, il va baisser. Donc, le prix à Marrakech, il coûte 1500 dirhams. Quand il y aura une forte demande, il y aura beaucoup de Casablancais qui vont aller à Marrakech pour acheter cette bicyclette. De la bicyclette, il y a une forte demande. Le prix, il va baisser, il va chuter ou là, il va augmenter. Augmente, bien sûr. Donc, le prix, il va baisser ou bien il va augmenter? Il va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande. كاين طلب فاش كتكون طالب على واحد الحاجه بزاف le prix ديالها automatiquement اش كيوقع عليه كيطلع. Pourquoi? Parce que l'ensemble des Casablancais viennent à Marrakech pour acheter cette bicyclette. Donc, automatiquement, le prix de cette bicyclette à Marrakech, il ne va pas rester stagné à 1500, mais il va augmenter. Donc, voilà, donc le prix va commencer à augmenter. Donc, ça va être 1600, 1700, 1800, etc. Donc, qu'est-ce qui va arriver au prix de la bicyclette à Casablanca? Donc, le prix de la bicyclette à Casablanca. 3000. Mais qu'est-ce qui va arriver au prix de la bicyclette à Casablanca? Baisser. Pourquoi il va baisser? Monsieur, parce que la consommation. Donc, je donne la main à Bouteina. Oui, Bouteina. Donc, je donne la main à Ahlam. Oui, Ahlam. Alors, j'ai ici Erraoui. Donc, oui. Le prêt à Casablanca va baisser parce que la demande va baisser. Donc, automatiquement, le prix à Casablanca va baisser. Pourquoi? Parce que la demande va baisser. Pourquoi la demande va baisser? Parce que l'ensemble des acheteurs vont se déplacer à Marrakech pour acheter de la bicyclette. Qu'est-ce qui va arriver au prix à Marrakech? Le prix à Marrakech va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande. Mais donc le prix à Marrakech, il va augmenter 1500, 1700, 1800 jusqu'à où le prix va stopper, le prix de Marrakech. Est-ce qu'il peut arriver à 4000 dirhams par exemple? Est-ce qu'il peut arriver à 3000 dirhams, le prix de la bicyclette à Marrakech? Est-ce qu'il peut atteindre 3000 dirhams? Oui. Pourquoi oui? Il va continuer à augmenter avec la demande. Dès que la demande augmente, le prix augmente. Mais est-ce que la demande va continuer à augmenter jusqu'à ce que le prix arrive à 3000 dirhams? Parce que, attention, on a dit ici, qui se déplace pour acheter cette bicyclette, qui a fait que la demande a augmenté? C'est les Casablancais. Les Casablancais qui viennent au Marrakech, qui ont de la bicyclette. Donc, les gens qui vont se déplacer de Casa, alors ils vont prendre en considération ce qu'on appelle des coûts de transaction, qui est des coûts de transport. On va perdre du temps, on va perdre de l'argent de le transport. Donc, il y a par exemple, comme quoi les coûts de transport, on va supposer qu'ils sont de 300 dirhams. Donc, le prix à Marrakech, tant qu'il y a de la demande, il va augmenter, mais au niveau de quel prix il pourra stagner? Est-ce qu'il peut arriver à 3000 dirhams? Donc, je donne la main à Chérine. Donc, monsieur, on a
appliquant l'offre et de la demande, les prix à Casablanca, ils vont baisser et les prix à Marrakech, ils vont augmenter. Donc, les prix à Casablanca, ils vont baisser et les prix à Marrakech, ils vont augmenter. Oui. Les prix à Marrakech, ils vont Oui, augmenter avec la jusqu'à loi de quel l'offre et de seuil? la demande. Les prix à Marrakech, ils vont augmenter jusqu'à quel seuil? Il y a toujours un maximum de prix. Après, il va y avoir une chute de prix. Je dirais une chute de prix. Voilà. شنو هو le maximum في Marrakech? Si on suppose que le 3000 prix, dirhams. si on suppose que le coût de transaction est de 300 dirhams, est-ce que la bicyclette peut atteindre un prix de 3000 dirhams à Marrakech? Donc, je donne la main à Myriam. Oui, Myriam. Myriam Assad, oui. Monsieur, logiquement, il va limiter entre 2000 ou bien 2500 dirhams parce que quand il arrive à 3000 dirhams, la demande, il va baisser à Marrakech. Donc, il a dit comme quoi le coût de transaction, il est de 300 dirhams. Le prix à Marrakech, il est à 1500 dirhams. Il va augmenter. شنو هو le seuil ديالو اللي يقدر يوصل ليه؟ شنو هو le seuil اللي يقدر يوصل ليه le prix à Marrakech? Si 2000 le coût de dirhams. transaction est de 300 dirhams. C'est 2000 dirhams au maximum. Ou bien 2500. 2500, 2000 dirhams. Ok, ça marche, merci. Donc, je donne la main à Maria. Monsieur, elle n'a pas arrivé à 3000 dirhams parce que les acheteurs de Casablanca, elle est retournée à Casablanca parce que le prix de Casablanca connaît une chute. Elle veut faire des remises et des offres pour encourager les acheteurs d'acheter les bicyclettes de Casablanca. Ok, très bien, merci. Donc, je donne la main à Driss. Oui, bonjour monsieur. Oui. Alors, je pense que si Marrakech veut garder le monopole et si les coûts de transaction sont de 300 dirhams, donc le prix ne doit pas dépasser 2700, voire moins. Comme ça, avoir toujours un prix moins cher que le prix de Casablanca et garder la clientèle. Donc, si le prix diminue à Casablanca, il faut toujours garder le prix moins de 300 dirhams que le prix de Casablanca si on veut au moins garder la clientèle à Marrakech. Très bien, ok, merci. Donc, je donne la main à Kramo. Oui, Kramo. Monsieur, pour que la ville de Marrakech attire plus de clients, il faut que le seuil soit de 2700 avec un coût de transaction de 300. Comme ça, 2700 plus 300, on aura 3000 dirhams qui fait le prix des bicyclettes à Casablanca. Ok, très bien. Donc, je donne la main à Sheima. Oui, bonjour monsieur. Je pense que le plus raisonnable, c'est le prix de Marrakech reste de 2000 dirhams parce que le prix de Casablanca, c'est 3000 dirhams et Marrakech, le plus raisonnable pour convaincre les marchandises de Casablanca pour rester d'acheter leurs biens, c'est 2000 dirhams. Ok, très bien. Donc, le prix à Marrakech, il va augmenter. Le prix à Casablanca, il va commencer à chuter parce qu'il y a une diminution de la demande. Mais le prix à Marrakech, il va commencer à augmenter jusqu'à ce que les Casablancais vont se dire, attention, le prix à Marrakech, il a augmenté. En plus de ça, j'ai des coûts de transaction, j'ai des coûts de transport. Je vais perdre du temps pour aller à Marrakech. Et en plus de ça, le prix à Casablanca a chuté. Donc, le prix à Marrakech, normalement, il va augmenter jusqu'à atteindre un niveau qu'on appelle un niveau d'équilibre. C'est-à-dire qu'on va avoir le même prix à Marrakech et le même prix à peu près à Casa si on inclut les coûts de transaction, la perte de temps, etc. Donc, on va arriver à un niveau
d'équilibre où les Casablancais ne vont plus se déplacer, on ne vont plus juger qu'il est opportun de se déplacer à Marrakech pour acheter une bicyclette. Donc, avec le temps, le prix aura tendance à augmenter à Marrakech et diminuer à Casablanca jusqu'à un certain seuil où les deux marchés seront saturés, c'est-à-dire qu'ils vont être équilibrés. On est arrivé à un point d'équilibre de deux marchés. Donc, quand est-ce que les deux marchés vont être équilibrés? Lorsque aucun, euh, aucun Marrakchi ou aucun Casablancais n'a plus intérêt à se déplacer à l'autre ville pour se procurer une bicyclette tenant compte des frais de transport et des différents coûts de transaction. Donc, quel est l'élément ici qui nous permet d'étudier le marché? Quel est l'élément qui nous permet de faire les comparaisons? Quel est l'élément qui nous permet d'arriver à la situation d'équilibre de marché ou l'équilibre entre deux biens? C'est bien évidemment la monnaie. C'est pour ça qu'on a dit que la monnaie, c'est une unité de mesure et c'est un étalon de valeur. Pourquoi un étalon de valeur? Parce que grâce à la monnaie, on a pu avoir un équilibre entre le prix de cette bicyclette à Casablanca et à Marrakech. Au début, quand on a 3000 dirhams à Casablanca, 4500 dirhams, et à la fin, il va y avoir un équilibre. Peut-être que ça va être 2000, 2500. Donc, il ne va pas y avoir une très grande différence entre les deux villes. Donc, si on ajoute les coûts de transaction, etc., ça va être à peu près le même prix. Donc, c'est une situation d'équilibre entre les deux villes. Donc, qu'est-ce qui nous a permis d'arriver à la situation d'équilibre? C'est la monnaie. Et c'est pour ça qu'on a dit la monnaie, c'est un étalon de valeur. Donc, maintenant, la comparaison dans le temps, c'est avec la monnaie qu'il y a toujours la possibilité de comparer les prix de stabilité d'aujourd'hui avec les prix de stabilité il y a 10 ans, par exemple, ou il y a 15 ans. Donc, il y a une comparaison entre Casablanca et Marrakech, ce qui est une comparaison en termes d'espace, ou il y a une comparaison qui est en termes de temps. Donc, il y a une comparaison d'espace entre Marrakech et Casa et il y a une comparaison qui est temporelle. Donc, la comparaison temporelle, c'est la comparaison, on va comparer la valeur de la monnaie aujourd'hui avec la valeur de la monnaie il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc, un dirham, est-ce qu'il peut m'acheter la même chose aujourd'hui que ce qu'il pouvait m'acheter, ça fait 10 ans ou là, ça fait 20 ans. Donc là, ce n'est pas la même chose. Donc, ça nous permet aussi de faire une comparaison qui est une comparaison temporelle. Donc, on a une idée sur l'évolution des prix et qui dit évolution des prix dit tout simplement l'inflation. Et c'est-à-dire que on nous dit par exemple que la terre ou un lot de terrain dans une commune de Casablanca, avant il coûtait le quart de ce qu'il coûte maintenant. Donc le prix, il a flambé. Donc, si on compare, par exemple, les prix de l'eau de terrain à Casablanca entre 1990 et 2020, donc on va trouver que le prix des lots de terrain, il a flambé. Donc, on a le prix, il a flambé. Comment on sait que le prix, il a flambé? On a comparé le prix de 1990 d'un lot de terrain avec le prix d'un lot de terrain en 2020. Et depuis, on sait que le prix, il a flambé. Qu'est-ce qui nous a permis de faire de la comparaison temporelle? C'est la monnaie. Donc, là, c'est un étalon de valeur non seulement qui permet la comparaison dans l'espace, mais aussi qui permet la comparaison temporelle, donc en termes de temps. C'est-à-dire, je peux comparer un prix de bien entre un instant T et un instant T-1 et aussi un instant T+1, c'est-à-dire le prix dans le futur, par exemple. Donc, maintenant, la deuxième considération qui assure que la monnaie est une unité de compte ou l'unité de mesure des valeurs, c'est qu'avec la monnaie, on est passé de ce que l'on appelle les prix relatifs, donc ce qu'on appelait avant les prix relatifs, à ce qu'on appelle les prix absolus. Donc, je dit avant, pour acheter par exemple une bicyclette,
Et moi, par exemple, je produis des bananes. Il faut savoir, une bicyclette coûte combien de bananes. Donc, c'est un prix relatif. Maintenant, pour acheter la bicyclette, il faut savoir combien ça coûte en dirhams, tout simplement. Donc, maintenant, on est passé à un prix relatif, c'est-à-dire que avant on déterminait le prix par rapport à un autre bien, d'abord on détermine le prix par rapport en monnaie, à la monnaie. Donc, maintenant, on a facilité l'échange. Donc, pour résumer la deuxième fonction liée à l'étalon de valeur, on va dire que la monnaie d'abord nous permet de faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace. On a une comparaison dans l'espace entre Marrakech et Casa et on peut faire aussi une comparaison temporelle entre les prix, par exemple, ça fait 10 ans ou là, ça fait 15 ans d'un bien déterminé avec le prix de ce bien aujourd'hui. Donc, elle dit c'est une comparaison temporelle. Donc, la monnaie en tant qu'étalon de valeur ou la unité de mesure de valeur, il nous permet d'étudier le marché, de faire la comparaison et d'atteindre en fin de compte la situation d'équilibre. Par exemple, quand on a commencé à comparer entre Casa et Marrakech. La deuxième chose, c'est la monnaie, c'est que c'est une unité de compte. Donc, grâce à la monnaie, on est passé des prix relatifs au prix absolu. Alors, je vais revenir ici à l'exemple. Par exemple, j'ai des bananes pour acheter des pommes. Les bananes, combien elles coûtent de pommes. Alors qu'actuellement, il suffit de savoir combien coûtent les bananes en dirhams. Donc, on est passé à un prix qui est relatif. Par exemple, la banane, il coûte par exemple 2 pommes. Donc, à 2 pommes, c'est un prix qui est relatif. C'est un prix de banane, mais c'est un prix qui est relatif aux pommes. Par contre, la banane, il coûte, par exemple, une banane coûte 1 dirham. C'est un prix qui est absolu. Donc, on est passé des prix relatifs, on est passé à un prix qui est absolu. Très bien. Donc, jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Donc, jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, je vois ici, donc, très bien. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Donc, je vois ici Imen qui lève la main. Donc, oui, Imen. Monsieur, concernant l'exemple du Marrakech, pas une question. Concernant l'exemple du Marrakech, quand le pouvoir d'achat augmente, automatiquement,